comprendre et visualiser le passé portuaire du canal de la Chine, 1880 à 1964. Et pour nous en parler, on a Alain Joly, historien à Parc Canada, dans la direction de l'archéologie et de l'histoire, qui elle-même fait partie de la direction générale de la conservation et de la commémoration du patrimoine. Et Alain Joly est un des chercheurs de notre laboratoire depuis les débuts du laboratoire. Donc, il a été très impliqué. Et le projet dont il va nous entretenir, c'est aussi un projet qui a été réalisé dans le cadre des travaux du laboratoire. Alors, Alain. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier M. Paul-André Linteau pour cette présentation, ainsi que le Laboratoire d'histoire et patrimoine de m'avoir invité à cette conférence en ligne. Ensuite, je tiens à remercier les Premières Nations qui ont occupé et fréquenté ce territoire pendant des millénaires pour leur accueil et leurs terres traditionnelles. Maintenant, on va commencer véritablement la conférence et peut-être qu'il y aura des problèmes techniques, comme il peut toujours en avoir. Et on commence maintenant. Est-ce que tout le monde voit bien? Jusqu'à maintenant, ça va bien pour cet aspect-là. Alors, comprendre et visualiser le passé portuaire du canal de la Chine, 1860, 1880, 1964. Là, je vous m'excuserai, mais j'ai un carré devant mon information. Alors, je vais aller directement à la deuxième diapositive. Enfin, je tiens à souligner, et c'est le but de la deuxième diapositive, que cette conférence reprend en grande partie une communication que j'ai prononcée conjointement avec Joanne Burgess de la Société historique du Canada en juin 2019 à Vancouver. Alors, la première chose qu'on doit se demander, y a-t-il encore quelque chose à dire sur l'histoire du canal de la Chine? Au cours du siècle dernier, la communauté historienne a consacré beaucoup d'énergie et de talent à décrire les nombreuses contributions du canal à l'édification du Canada. Qu'on pense à celles où l'on étudie le rôle majeur joué par ce canal dans le développement du pays, à celles où on analyse les luttes ouvrières qui ont eu lieu le long de ce canal et qui ont contribué à forger une conscience de classe des ouvriers et des ouvrières, à celles où l'on observe l'importance du canal dans l'industrialisation du Canada ou encore du rôle structurant de cette voie navigable dans la formation de plusieurs quartiers industriels de Montréal, pour ne donner que quelques exemples. Alors, la question peut se poser. Pour sa part, Parc Canada a également contribué à la préservation et la documentation de ce lieu historique national. On n'a qu'à penser aux nombreuses études et synthèses historiques réalisées par les professionnels de cette agence sur le canal de la Chine, aux nombreuses fouilles archéologiques, détaillées entreprises sur les territoires longeant cette voie navigable, ou encore à la mise en place d'un programme de mise en valeur de ce lieu historique national qui est administré par l'agence Parc Canada. Vous voyez ici un peu les éléments du lieu administré et le lieu désigné. Si vous avez des questions plus tard, je pourrais vous démêler un peu qu'est-ce que ça signifie, ces deux éléments-là. Maintenant, le contexte de l'étude. À juste titre, compte tenu de ce que je viens d'énoncer, on pourrait se demander pourquoi devrait-on revisiter le canal de la Chine. Cette brève présentation soutiendra que ce canal mérite effectivement d'être revisité, et ce pour au moins deux raisons. Premièrement, nous croyons que les études antérieures ont négligé une caractéristique majeure du passé du canal, soit son rôle en tant que prolongement du port de Montréal. En effet, un pan important de l'histoire du terminal maritime du canal de la Chine est indissociable de celle du port de Montréal. Par la richesse et la variété de ses installations d'entreposage et de transbordement, le secteur entre les écluses de Saint-Gabriel et de celle de Montréal est parfois identifié dans des documents comme le terminus de Montréal. En ce sens, le canal est non seulement une voie navigable essentielle à l'essor du pays. Faut-il rappeler que le canal de la Chine fut à un temps la voie maritime du Saint-Laurent, un aqueduc industriel et une source d'énergie. Ici, on pense surtout à l'énergie hydraulique pour plusieurs de ces établissements industriels longeant de ces berges, mais aussi un prolongement des infrastructures portuaires et du système d'approvisionnement intermodal de Montréal. Par ailleurs, cette dimension du passé du canal mérite d'autant plus d'être documentée que ses fonctions ont façonné le paysage urbain historique. Un paysage, faut-il le rappeler, qui est actuellement en profonde mutation.
Connaître cette histoire contribue à mieux connaître et interpréter ce paysage ainsi que le patrimoine culturel de ce lieu administré. L'étude de ce patrimoine constitue la seconde raison de cette étude. Ce projet est le résultat du dialogue entre les historiens du milieu académique et des professionnels ayant l'étude du patrimoine au cœur de leur mandat au sein de l'Agence Parcs Canada et avec le Laboratoire de patrimoine et d'histoire de Montréal. Ce dialogue a été amorcé en 2011 déjà. Ça fait déjà 10 ans qu'on a amorcé le dialogue sur tous ces aspects-là, mais bien sûr, le projet qu'on a ici est amorcé plus tard. Donc, la présentation d'aujourd'hui couvrira les éléments que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, il y a une mise en contexte du projet qu'on a amorcé déjà, le corpus documentaire et la méthodologie employée, les aperçus des résultats de la recherche. Alors, quelques éléments pour vous donner un peu, si vous voulez, de la chair autour de l'os. Entreposage, analyse sectorielle et spatiale, évolution spatiale de l'entreposage du blé et de la farine, établissement industriel et entreposage, une étude de cas. On utilisera l'étude de cas du LARET-PAT. On verra le temps qu'on aura pour faire ça. Et une incursion dans le schéma par la suite pour vous montrer un peu à quoi ressemble exactement le projet qu'on a amorcé depuis un grand bout de temps sur cet élément-là. Alors, j'ai préféré prendre des diapositives que d'aller directement dans le schéma parce que j'ai toujours un peu des craintes par rapport aux aspects techniques pour une rencontre comme celle-ci. Et c'est le désavantage de faire une rencontre en télétravail plutôt qu'en présentiel. Alors, voici un peu les éléments. Vous voyez un peu la carte qui est ici. Avant de discuter de la méthodologie de recherche, il est important de souligner que c'est très longtemps par le terminus portuaire du canal de la Chine. Comme vous le voyez sur cette diapositive, les écluses de Saint-Gabriel sont à la gauche de votre écran, tandis qu'à la droite de celui-ci, vous trouverez à l'entrée du canal les écluses 1 et 2, ce qu'on peut appeler aussi les écluses de Montréal. Cette section du canal compte plusieurs bassins latéraux. En fait, l'un des problèmes que vous allez avoir quand vous allez travailler sur les cartes par rapport au canal de la Chine, c'est qu'on va avoir plusieurs bassins qui vont s'appeler bassin 1, bassin 2, plusieurs fois. Le bassin, un bief, c'est un plan d'eau entre deux écluses. Alors, le bief numéro 2, c'est ce qu'on entend souvent, c'est le bassin 2. Et on voit aussi le bassin 1, 2, 3, 4. Après ça, le bassin 1, 2. Alors, pour démêler les choses, les bassins latéraux, c'est ce que vous voyez qui sont les bassins qui sont à l'extérieur de la voie maritime et qui sont de la voie navigable. Et vous le voyez en parallèle avec le canal. Donc, il y a les bassins 1, 2, 3, 4, dont on ne voit ici que parce que c'est en 1880, on en voit juste deux qui sont à la gauche, ici, de l'écran. Je pense que je pense que vous pouvez le voir avec les flèches. C'est bien? Les gens voient les flèches? OK. Oui, on voit les flèches. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle des bassins latéraux ici, à des fins. Ça, c'est le bassin Wellington. Ça, c'est le bassin 1, 2, 3. Le 3 et le 4 ne sont pas encore construits. Ici, c'est ce qu'on appelle le bassin 1 et 2, des bassins à farine, si vous voulez. Et ici, c'est ce qu'on appelle le bief numéro 2. Alors, ça, c'est des éléments qui sont juste de, si vous voulez, de hydraulique 101 ou de canal 101 pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle des plans d'eau. Donc, la zone de nos recherches est délimitée par la ligne que vous voyez ici. C'est la zone qu'on a délimitée pour l'ensemble des recherches qu'on veut faire sur les activités portuaires du canal de la Chine. Notre étude a couvert à peu près une période de 80 ans. Vous voyez ici les 5 années que nous avons sélectionnées, 1880, 1890, 1913, 1950 et 1964. Outre que ces années correspondent à des moments importants de l'histoire du canal, leur choix fait aussi tributaire des atlas et des cartes d'assurance contre incendie qui étaient disponibles. L'objectif de ce projet était d'identifier les occupants, des édifices et des lots se trouvant dans la zone d'étude, et ce pour chacune des années sélectionnées, ainsi que leur activité et l'utilisation qu'ils font du site et de ses différentes composantes. Un ensemble de sources a été exploité de manière systématique et croisée. Ainsi, on a eu recours à des cartes et des plans d'assurance incendie, comme un peu je vous l'ai dit tout à l'heure, des rôles, des valeurs locatives et des valeurs d'évaluation de la Ville de Montréal, ainsi que des données provenant des annuaires Lovell. Il est à noter que pour certaines portions de la zone étudiée, les documents cartographiques, iconographiques et textuels fournis par Parcs Canada se sont révélés fort utiles lors du croisement entre les sources. Donc, après ça, il y a débuté une importante opération de repérage spatial des différents occupants, de l'identification de la zone dédiée à l'entreposage ou au transbordement tout le long du territoire étudié, ainsi que l'organisation spatiale et la fonction des lieux. Par exemple, des cours, des bâtiments administratifs, des activités de l'occupant. Donc, il y a vraiment un travail très important d'analyse qui a été fait. En raison de la présence d'activités industrielles et commerciales le long du canal de la Chine, il est rapidement apparu, devenu évident même, que ce n'était peut-être pas tous les espaces dédiés à l'entreposage des produits manufacturés qui étaient liés au trafic du canal ou encore
les résultats d'un transbordement. Donc, il y a vraiment des éléments au niveau de cet entreposage qui ne sont pas liés à l'activité de la voie navigable, mais il y a d'autres activités qui sont plutôt des liens avec l'activité industrielle ou manufacturière. Suite à un rigoureux processus de validation, les occupants ont été repartis dans les 4 catégories suivantes. Navigation, vous les voyez un peu les secteurs d'activité à gauche, là. Navigation, blé et farine, bois, charbon et finalement bois et charbon. C'est important ici de mentionner que le blé, le bois et le charbon sont les 3 principaux produits à être transités le long du canal de la Chine par les bateaux jusqu'aux années 1930. Enfin, la dernière catégorie se compose des autres entreprises ayant des fonctions d'entreposage significatives. Donc, au terme de l'exercice, on dispose pour les 5 années retenues d'un inventaire exhaustif et critique des activités de transbordement et d'entreposage entre les écluses de Montréal et celles de Saint-Gabriel. Qui plus est, pour chaque occupant, on a pris soin de constituer une fiche informative, tandis que les principales marchandises transitées font l'objet de tableaux synthèse, à savoir des tableaux sur le tandem blé, farine, le charbon et en prime un autre sur la navigation. Ainsi, grâce à ce travail méthodique et minutieux, on dispose non seulement d'une localisation précise des divers occupants pour les activités sélectionnées, mais un portrait détaillé de leur activité. Afin de dynamiser ces données historiques géospécialisées, on ne s'est pas contenté de les intégrer à Schéma, ce que vous voyez ici, qui est un système de cartographie de l'histoire de Montréal. Donc, on a comprimé, on a fait de l'acronyme Schéma. On a aussi profité des potentialités de celui-ci pour inclure les fiches de société. Plus encore, on a inséré dans cette cartographie interactive des illustrations spécifiques à un espace d'eau couvrant un angle plus grand, jet panoramique, et même des photos aériennes. Enfin, dans un avenir rapproché, Parc Canada mettra en valeur les résultats de ce projet en lui dédiant une vitrine numérique. Alors, on est rendu dans le processus, si vous voulez, de pré-lancement. Aujourd'hui, c'était une forme de pré-lancement par rapport à ce projet-là de schéma. Et d'ici juillet, on devrait pouvoir, à la fois à Parc et au laboratoire, pouvoir lancer l'ensemble du produit. Alors maintenant, anthroposage et analyse spatiale du canal de la Chine et des activités portuaires du canal de la Chine. La diapositive que vous voyez maintenant donne un aperçu des résultats de l'analyse sectorielle et spatiale effectuée pour chacune des 5 années de notre étude. Elle illustre la situation en 1913. Un système de code de couleurs permet d'identifier des bâtiments et d'intérêt par secteur. Par exemple, la navigation est en bleu, tandis que le bois est en marron. Je ne sais pas si le rendu est bon aujourd'hui sur l'écran qui est devant moi, mais moi, c'est pas très performant pour moi. Tous les secteurs non colorés ne contenaient aucun occupant d'intérêt. Compte tenu de la richesse des informations et de la dynamique complexe de l'œuvre et de la contribution du matériel visuel récemment acheté, une partie de l'analyse demeure à réaliser. Nous avons choisi de présenter nos résultats concernant le blé et la farine afin d'illustrer le potentiel des données recueillies et des applications cartographiques que nous avons développées. Ici, vous avez un ensemble des activités qui sont le long du canal de la Chine par rapport aux activités portuaires et de transbordement. Alors, pour arriver à mieux distinguer, si vous voulez, les aspects qui sont, par exemple, pour le blé et la farine, et c'est important par rapport à la mise en valeur du canal de la Chine, parce que encore aujourd'hui, parmi les principaux établissements industriels qui sont encore en activité le long du canal de la Chine, c'est des minoteries. On n'a rien qu'à penser à Ogilvy ou à Robin Hood, ou encore à ici, l'entreprise qui s'appelle HP Milling, qui est ici, à côté du bassin Winnington. Il y a encore 3 entreprises ici, vous voyez Robin Hood, et aussi c'est Ogilvy. Alors, encore aujourd'hui, quand les gens se promènent le long du canal de la Chine, ils voient encore des établissements industriels en activité. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi un élément qui va être important pour les gens parce qu'il va y avoir une application mobile qui va être faite à partir de ce qu'on voit ici. Donc, les gens vont pouvoir se promener le long du canal de la Chine et pouvoir interroger les éléments qui sont là devant eux. Alors, c'est important dans ce sens-là. Alors, on va commencer par la période 1880. Vous le voyez ici en faisant en sorte j'allais dire estirper, mais de juste mettre en valeur les éléments qui sont avec le blé et la farine. On voit vraiment ici beaucoup mieux une lecture de l'occupation du territoire pour une activité donnée le long du canal de la Chine en termes de transbordement et d'entreposage. Et on le voit bien aussi, on a des entreposeurs et on a fait en sorte aussi de distinguer ce qui est vraiment de l'activité d'entreposage de l'activité industrielle qui est, par exemple, les minotiers ici, puisqu'on parle de minoterie. Alors, on va commencer par la situation en 1880. Comme l'illustre la carte que vous voyez maintenant, il y a 3 zones différentes où se concentraient les activités d'entreposage et de blé et de la farine. Le premier pôle est à l'ouest, vous le voyez ici. Ça correspond grosso modo à la Glenora,
Alors ça, c'est des années 1850. À partir de ce moment-là, il y a une entreprise qui est là, qui s'appelle la Glenora, qui va finir par devenir l'entreprise qui va, si vous voulez, c'est l'entreprise d'origine d'Ogilvy. Et par la suite, ils vont acheter une bonne partie dans l'ensemble des entreprises qui sont le long du canal de la Chine. Un second pôle qui est avec les minoteries d'Ogilvy ici. En fait, à ce moment-là, ce n'est pas la minoterie d'Ogilvy en 1880, mais c'est Granite Hall, et à ce moment-là, ça devient ici. Et Iragul, qui est la cité Flora ici. Je ne sais pas si j'ai... OK. Parfait. J'ai un problème avec ma souris parce qu'en même temps, j'arrive avec la bande avec les gens qui apparaissent et puis je ne voudrais pas vous faire disparaître. Donc, il y a la forte présence de ces minotiers le long de la rue Mill et des écluses Saint-Gabriel s'expliquent par leurs besoins d'énergie. Il y a 2 sites hydrauliques. Il y en a un premier qui est ici aux écluses Saint-Gabriel, puis il y a ce qu'on appelle le site hydraulique aussi du projet pilote de 1946 de la rue Mill, donc le BF numéro 2. Donc, c'est hautement mécanisé. Les minoteries sont extrêmement énergivores, d'où leur présence sur les sites hydrauliques du BF numéro 2 des écluses Saint-Gabriel. Ce même Gould, qui est ici, c'est la cité Flour Mills, sera l'un des 4 locataires du site hydraulique de Saint-Gabriel qui s'empresseront de sous-louer. Et aussitôt qu'en 1846, Jim McDougall s'établit là aussi avec la Canada Flour Mills au BF numéro 2, suivi 2 ans plus tard par Iragul qui construira une minoterie de 5 étages, la cité Flour Mills. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Une dizaine de minutes. Parfait. Donc, vous le voyez, là, il y a vraiment un élément, il y a une historicité qui est emmenée par rapport, vraiment des points de départ par rapport à la minoterie. Et il y a une importance que je l'aimerais emmener aussi. Donc, l'importance de la capacité d'entreposage pour ces minotiers. Il y avait un mot sur le 3e pôle, je vais en parler un peu après. Vous le voyez ici, ça ici, c'est le pôle d'entreposage, le Montreal Warehousing, donc l'entreposage de Montréal qui va être là. Et donc, il va avoir vraiment l'appellation, la présence des barges de farine qui attendent leur transbordement vers des navires transocéaniques. Je pense que si vous le voyez un peu, vous le voyez, cette entreprise-là, aujourd'hui, c'est dommage, elle a été détruite dans les années 1930 pour faire place à un chemin de fer parce qu'elle appartenait au Grand Tronc, mais elle est le long des bassins 1 et 2, des bassins à farine qu'on a vus tantôt, qui ne sont pas loin de la Saint-Mill, le bassin Peel. Et c'est un établissement industriel qui a vraiment une architecture qui aujourd'hui serait vraiment très prisée par tous les gens s'il était demeuré sur place. Comme on s'en doute, avant même que la profondeur que le BF numéro 2, ils sont intégrés au terminus océanique. Je pense que je vais aller directement à la capacité d'entreposage. Cette entreprise-là avait une capacité de 8 000 à 10 000 barils d'entreposage le long de ses berges. L'installation portuaire du canal peine à la tâche dès les années 1850. En effet, selon Iragul, en une seule journée, les quais accueillent 2 ou 3 fois cette quantité. En 1865, John Hall fonde la Montreal Crossing. La même année, cette entreprise installa un édifice de 7 étages. Donc, il y a 7 étages en pierre le long du quai ouest du bassin numéro 2, communément appelé le bassin à farine. Ce bâtiment aura une capacité d'entreposage de 400 000 boisseaux de blé et de 80 000 barils de farine dans un édifice de 5 étages. En 1872, cette entreprise achète la Royal Flour Mills, dont elle se départira au profit de l'entreprise Ogilvy en 1886. Donc, en 1890, si on essaie la consolidation du secteur minotier au profit de l'entreprise Ogilvy, il n'y a pas de changement majeur dans nos 3 pôles. On le voit un peu ici. Retenons un instant sur Ogilvy face au dumping majeur et dévastateur des minotiers américains des années 1870. Ogilvy se révèle un adversaire redoutable, luttant à armes égales avec le géant américain Pillsbury. Doté d'un grand centre d'anticipation technologique et de son fort monopole sur l'entreposage de l'acheminement de blé et vers l'ouest, vers les Grands Lacs, Ogilvy a acheté en 1886 la Royal Flour Mills, dont l'un de Ogilvy sera l'un des membres du conseil d'administration. Alors, il y a une histoire là-dessus, mais ce que j'aimerais emmener aussi, c'est que les 2 ailes de la Glenora Flour Mills produisent 1200 barils par jour, tandis que la nouvelle Royal Mills fabrique 2100 barils. Plus important, elle dispose le long de la rue Mill d'un élévateur à grains de 200 000 boisseaux de blé. En 1895, William Walson Ogilvy est le plus important minotier individuel du monde. Alors maintenant, ici, vous pouvez remarquer au premier plan la minoterie Ogilvy ainsi que l'élévateur à grains C appartenant à Montréal, l'entreposage de Montréal.
Alors ça, et ce que vous voyez ici, c'est simplement, aujourd'hui, c'est l'emplacement de la Fairbairn Ogilvy, Fairbairn Five Rose. C'est ici. Donc, vous voyez aussi le pont du Grand Tronc ici, et c'est vraiment une photo super intéressante de 1896. Alors maintenant, je vais aller rapidement. Donc, il y a vraiment, c'est le reflet du boom céréalier de l'Ouest canadien. Alors, je vais aller plus rapidement parce que je pense qu'on est en train de faire un peu l'histoire de la minoterie, etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vraiment, en 1913, on a la minoterie qui est ici. On a encore les entreposages de Ogilvy. Et je pense qu'on devrait voir ici à droite, vous devriez voir le silo numéro 5, l'équivalent du silo numéro 5 ici. Et à gauche, vous voyez ici les écluses Saint-Gabriel avec la Glenora à ce moment-là. Je vais avancer. Vous la voyez ici, le grand tronc. Vous le voyez véritablement. Ce que j'aimerais avancer un peu plus maintenant sur l'aspect. L'avantage qu'on a avec Schéma, c'est que ça nous permet d'avoir une lecture à la fois longitudinale, qui nous permet de faire une période, chacune des périodes pour avoir une vue d'ensemble des activités portuaires et du transbordement. Mais on peut aussi faire une analyse sectorielle ou une analyse pour une entreprise en particulier. Et maintenant, comme le temps file, malgré le fait que j'ai prévu une lecture, alors j'aimerais aller maintenant vers quelque chose, et vous voyez ici un aspect en 1965, vous voyez véritablement à ce moment-là l'ensemble des activités d'entreposage. Vous avez ici la Ogilvy et vous voyez ici le silo numéro 5 et vous avez vraiment l'impression d'avoir un paquebot qui avance vers le fleuve et c'est vraiment un élément important de la minoterie. Et donc, par exemple, cette minoterie ici, avec la construction, il y a une capacité de production de 15 000 sacs de farine par jour et elle occupe un vaste espace, donc la Ogilvy occupe un vaste espace tant pour sa production que son entreposage. Mais en quoi un tel espace est-il nécessaire? La réponse est simple. Les minoteries ont besoin d'avoir un stock de manière continue de grains pour de 20 à 30 jours de production. Ça explique pourquoi les minoteries doivent construire des magasins ou des silos de telle sorte que le blé s'y conserve sans altération. Le ciment armé et le fer se prêtent à l'édification de pareils réservoirs et à une bonne conservation. Étant donné que la durée moyenne de la saison de navigation a été de 222 jours entre 1836 et 1958, les minoteries du canal de la Chine ont donc dû avoir des capacités d'entreposage qui excèdent de plus de 30 jours leur rythme de production quotidienne. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont fort probablement également eu recours au train pour s'approvisionner. C'est clair, là, dans le cas du silo numéro 5, on voit bien que c'est le train aussi qui va l'approvisionner. Avec l'inauguration en 1959 de la voie maritime du Saint-Laurent, la voie maritime Saint-Laurent, la navigation commerciale cesse au canal de la Chine, la navigation transit, elle, se poursuit. Voilà pourquoi en 1964, la situation n'évolue guère quant au nombre de pôles. Toutefois, on remarque au passage que la capacité d'entreposage au pôle Wellington a fortement augmenté et que la présence manutentionnaire du grain, la Maple Leaf, renforce d'autant le pôle. Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière. On le voit ici en 1964. On voit la disparition. On a quand même des éléments. Il y a deux pôles qui sont disparus. Le pôle de Saint-Gabriel et le pôle du bassin numéro 2 ici, donc Montréal, l'entreposage de Montréal. La Maple Leaf qui est ici, la Ogilvy et à droite, ici, vous avez le silo numéro 5. Alors, j'aimerais juste prendre une étude de cas rapidement pour vous permettre de mieux comprendre aussi de comment, en plus de suivre l'évolution spatiale de certains secteurs comme le blé, la navigation, le charbon et le bois, ce projet a également permis de documenter les autres formes d'entreposage se déroulant le long des berges du canal. Nous sommes particulièrement intéressés aux industries, autres que celles impliquées dans la transformation du blé et du bois, qui dépendaient du canal pour la livraison de leurs matières premières ou leur expédition dans leurs produits manufacturés. À ce chapitre, grâce aux recherches menées par Richard Felteau et Curton sur la raffinerie de sucre de Red Pape, nous pouvons mieux comprendre l'histoire des activités d'entreposage de cette entreprise. C'est un cas particulier, on n'a pas l'ensemble des informations sur toutes les entreprises, mais sur celle-ci, on a quand même une masse d'informations suffisante pour bien comprendre l'ensemble de la dynamique ou de l'histoire de l'entreposage. Donc, en 1854, sous l'impulsion de John Redpath, la Canada Sugar Refinery s'installe le long du canal de la Chine à la hauteur des écluses de Saint-Gabriel. Dans cette imposante raffinerie de sucre, on raffine du sucre brut pour obtenir du sucre blanc, un sucre de deuxième jet et un sirop non cristallisé.
Aux fins commerciales, on l'ensage, on l'empacte et on le met en baril et on en dispose en sucre. En 1876, l'opération de l'entreprise cesse pour ne reprendre que le 1er août 1879. La raffinerie reprend vie suite à la politique nationale du Canada. Ce plan isométrique illustre bien la répartition spatiale des activités de l'entreprise. En façade maritime, on retrouve les activités de production, tandis qu'au nord de la rue Saint-Gabriel, Saint-Patrick, on entrepose le sucre raffiné et au sud, celle de sucre brun. Alors, les zones de raffinerie, d'entreposage sont immédiatement ici. Et vous voyez ici toutes les activités de transbordement qui se font. Et vous voyez ici un élément qui va être emmené dans les années 1900. En 1883, le Grand-Tronc construit des voies ferroviaires jusqu'à la raffinerie de Red Pat. Désormais, l'entreprise dispose d'un important avantage puisqu'elle peut faire acheminer du port de New York à sa raffinerie du sucre brut. Sinon, selon Curton, le sucre brut est transporté depuis le port de Montréal pour être acheminé aux entrepôts, tandis que le sucre raffiné transite par le canal de la Chine vers les ports des Grands Lacs. En fait, ce qu'on voit, c'est que la raffinerie de sucre de la Red Pat va utiliser à la fois les voies de communication terrestres et de chemin de fer, mais aussi le canal pour le transbordement. Depuis le début du 20e siècle, le sucre raffiné quitte le complexe non plus par bateau, mais bien par train. Par ailleurs, comme l'illustrent ces photos, avec la montée de l'industrie du camionnage durant l'entre-deux-guerres, le transport des marchandises par camion prend son essor. Vous voyez ici un peu l'entreposage qui se fait dans la raffinerie. Donc, c'est vraiment un entreposage assez en vrac, assez sommaire. Vous voyez ici une vue de l'ensemble de l'entreprise de la Red Pat en 1954 et vous voyez un peu la Nordelec ici à droite, juste l'autre bord de la rue. Donc, tout ce que vous voyez ici, ça, c'est l'ensemble de la Red Pat. C'est vraiment un établissement qui a une empreinte majeure le long du canal de la Chine. Et donc, et maintenant, ce que je voulais vous emmener, c'est un peu ce qu'on voit ici, le principe du camionnage qui va être emmené de plus en plus le long du canal de la Chine. Donc, on va plus ou moins délaisser toute la question du transbordement et du transit par la navigation et par le canal pour plutôt aller vers les voies terrestres et le camionnage. Donc, c'est un peu ce que je disais. Donc, ce faisant, les entreprises comme la raffinerie de sucre Red Pat n'hésiteront pas à profiter de leur localisation privilégiée, soit la présence d'une voie maritime, de voies ferroviaires de desserte et de routes de service pour assurer le transport de matières brutes nécessaires à leur production et des marchandises acheminées à leurs clients. Donc, il y a une valorisation des résultats et la diffusion grâce aux nouvelles fonctionnalités de schéma. Comme on l'a mentionné au début, ce projet de recherche a été conçu pour apporter un nouvel éclairage sur l'histoire et la géographie du segment le plus à l'est du canal de la Chine, ainsi que pour fournir à Parc Canada de nouveaux outils numériques pour l'interprétation de l'histoire et du patrimoine du canal. En raison du contenu à partager et de l'expertise de notre équipe de recherche, nous avons choisi de travailler avec la plateforme SIG Historique Schéma et nous nous sommes efforcés d'améliorer ses caractéristiques en intégrant une grande quantité de matériel visuel. Maintenant, vous voyez ici un peu l'ensemble, juste faire une navigation rapide si vous voulez. Je vois que j'ai coupé un certain nombre d'aspects de la conférence pour vous permettre de mieux voir un peu, de visualiser le produit fini tel qu'il est. Donc, vous l'avez ici, à chaque fois, on a les informations qui nous apparaissent. Disons qu'ici, on a créé deux plateformes différentes, une pour le passé portuaire du canal de la Chine. Donc, pour l'ensemble des activités portuaires, on a mis tous ces éléments-là dans une seule carte. Et par la suite, on a aussi, pour le blé et la farine, on a fait une autre plateforme dans laquelle on peut mieux distinguer, comme je vous l'ai montré d'ailleurs, les différentes évolutions par période, où on peut le voir dans l'ensemble. Et ce qui nous fait en sorte que, par exemple, si je m'en viens ici, on a les images du lieu. On a essayé de faire en sorte que pour chacun des endroits, par exemple, si vous cliquez ici, vous allez avoir nécessairement à chaque fois une information de base, secteur d'activité, le type de lieu, la fonction du lieu. Quand c'est indéterminé, on met indéterminé. Quand on connaît le type de bâtiment, on va l'indiquer. Il y a bien sûr aussi qu'en termes d'entreposage, il y a deux éléments. On parle plus d'un espace occupé parce qu'il peut être bâti pour un entrepôt ferme, mais aussi pour les produits en vrac, par exemple, pour le bois et pour le charbon, ben, c'est du vrac. On peut mettre ces produits-là dans une cour, tandis que pour le blé et la farine, il est bien clair qu'on doit le protéger des intempéries, donc on doit avoir un bâtiment qui est fermé et bâti. Donc ici, vous avez par exemple ces éléments-là. Pour chacun d'entre eux, pour chacun endroit où on va cliquer,
on va avoir un peu des éléments qui nous mettent une mise en contexte historique et qui nous permettent de mieux comprendre quelles sont les fonctions d'entreposage à cet endroit-là. Et si on clique ici, par exemple, on va pouvoir avoir une image agrandie de l'élément en question. Donc, ici, on peut avoir à ce moment-là des éléments de ce type-là. Je ferme ici. Vous avez ici à votre droite un certain nombre d'informations qui peuvent être emmenées sur, on peut agrandir ou amoindrir l'écran, on peut aller partager des éléments. Et puis ici, on va avoir aussi des vues panoramiques. Si je viens ici, là, je vais pouvoir avoir à ce moment-là affiché sur la carte, je peux pouvoir afficher la zone qu'on voit sur la carte. On a fait en sorte que pour chacune des photos comme celle-ci que vous voyez ici, on va avoir la zone exacte dans laquelle on a une vue périphérique. Donc, si j'ai une vue de cet élément-là avec la jumelle que vous voyez ici, panoramique avec point de vue, à ce moment-là, on a toute la zone, l'angle de vue qu'on aurait si on était sur place. Donc, c'est pour vraiment permettre aux gens qui vont se déambuler le long du canal de la Chine ou qui vont naviguer sur le site pour avoir une meilleure idée de je vois quoi et de quel angle et de quel endroit je le vois. OK. Ça, c'est l'élément qui est là, Laura, c'est pour Oui, enlever la... il faut juste cliquer le petit 1 à côté. Voilà. Et dire oui. Hop, cliquer et dire oui pour enlever. Voilà. C'est parfait. Donc, vous voyez, il y a des éléments de ce type-là et vous voyez les couleurs qui sont associées à chacun des éléments pour l'entreposage. Il est clair aussi que l'une des difficultés qu'on peut avoir pour un certain nombre de bâtiments, c'est qu'on couvre une zone plus grande due aux impératifs de schéma, mais on essaie quand même de bien comprendre quelles sont les entreprises ou les lieux où il y a de l'entreposage dans notre information ici. Vous avez 1950. Il est clair que pour ces cartes-là, c'est toujours des cartes qui sont emmenées, mais en 1964 aussi. Donc, vous avez des éléments qui sont là. Voilà. Je pense qu'on pourra passer aux questions si vous voulez, puis on pourra revenir par la suite. J'ai été rapidement à certains endroits, malgré le fait que j'avais mis un texte pour essayer de me limiter. Bon, alors ta réputation te suit, Alain. Mais voilà, on a quand même le temps pour des échanges. Est-ce qu'on a des questions qui sont venues par écrit? Pas pour le moment, donc j'inviterai les gens si vous voulez rédiger une courte question. S'il n'y a pas de questions, je peux peut-être me lancer, à moins que tu veuilles approfondir un élément. En fait, il y aurait une question qu'on m'a envoyée seulement à moi. Donc, vous avez mentionné la fin du canal avec l'ouverture de la voie maritime en 1959. Pour les opérations de transbordement, y a-t-il eu un déclin progressif de la navigation au fil du siècle avec l'importance qu'a pris le chemin de fer, ou si l'augmentation des activités industrielles ont permis de maintenir le niveau de l'importance de la navigation? Donc, ça, c'est la question. Il y a comme deux questions. Là. La navigation, elle va toujours s'accroître. C'est d'ailleurs un des problèmes pour le canal de la Chine parce que plus l'augmentation, il y a une augmentation de la navigation et du transit, plus nécessairement, à chaque fois, c'est toujours un peu la règle de base, hein, c'est que les écluses, le gabarit d'une écluse va déterminer le volume exact de produits qu'on peut transiter dans un bateau. Alors, quand vous voyez un sas d'écluse, c'est-à-dire le plan d'eau entre deux portes, nécessairement, c'est la capacité maximale que peut être emmenée dans un bateau à un endroit. Donc, si on jauge, je ne sais pas moi, 500 tonneaux dans une écluse, puis que par la suite, on passe à un super tanker, on n'a pas nécessairement le même type de besoins en termes de transit. Alors, il faut faire attention quand on regarde les statistiques sur la navigation. Le nombre de bateaux n'est pas nécessairement le nombre de capacités de tonnage qui est emmené. On peut avoir 50 petits bateaux et avoir un seul grand bateau qui va équivaloir en termes de tonnage. Donc ça, c'est clair que pour le canal de la Chine, comme c'est la voie maritime du Saint-Laurent, il va y avoir une augmentation des besoins en navigation, ce qui va emmener d'ailleurs la voie maritime du Saint-Laurent à être déportée du canal de la Chine vers la rive sud, vers Saint-Lambert, dans les années 1950. Quant à la question de transbordement, il est bien clair aussi que c'est une question de capacité de jaugeage des bateaux. Plus les bateaux sont gros, plus ils peuvent transporter du matériel, et plus on va le voir aussi dans l'évolution qu'on a. Mais on n'a pas de statistiques complètes
sur on voit bien, on constate qu'il y a une capacité d'entreposage qui augmente, mais à savoir combien capacité d'entreposage ne veut pas nécessairement dire que l'ensemble de l'entrepôt est occupé. On peut imaginer que oui. Alors, c'est tous des éléments qui sont encore un peu... on cherche encore un certain nombre de statistiques. On a mis dans le document de schéma la majorité de ce qu'on pouvait mettre en termes d'information, mais il y a encore du travail à faire, il y a une analyse à faire là-dessus. Peut-être que Joanne veut compléter celle-là. À ce moment, il y a monsieur... Vas-y avec ta question. Oui, il y a une main levée de monsieur Guy Bessette. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro, poser votre question. Okay. Oui, bonjour. Je me posais la question. La farine, au début, était essentiellement transbordée dans des tonneaux. Et après, elle sera transposée, comme aujourd'hui, dans des sacs. Est-ce que ça va amener des changements technologiques sur, par exemple, les équipements, les choses qui sont requis pour charger des bateaux, tout ça, ou si c'est tout simplement, on passe des tonneaux aux sacs sans qu'il y ait d'autres... Ben, oui, parce qu'il y a une question sur le blé, par exemple, on voit bien qu'il y a une transformation qui va se faire. J'avais des photos dans le livre qu'on écrit sur le tumulte des flots, là, puis je pense aussi qu'on les a aussi emmenés là-dedans. Si on le voit bien, là, il y a tout un système de siphon qui est emmené pour amener le blé d'une façon beaucoup plus on va avancer dans le temps, puis il y a une mécanisation qui va se faire. Mais il est clair que oui, le transbordement par bateau, par tonneau ou par sac, c'est plus au niveau des éléments de manutention qui vont avoir des changements. La manutention peut être manuelle au point de départ, puis on va avancer dans le temps, puis elle va être mécanique. Merci. Véronica, tu avais une question? Oui, mais c'est peut-être une question un peu plus large, mais Alain, tu as mentionné qu'il y allait potentiellement, peut y avoir là, quelque chose d'interactif sur le long des berges du canal de la Chine. Puis comment ça se transpose un peu là, dans soit les prochains temps, ou ce sera quoi l'expérience de transposition de schéma vers... En fait, c'est en collaboration entre... Là-dessus, moi, je suis pas vraiment le technicien ou la personne qui peut répondre aux aspects techniques des choses, mais il y a des équipes qui sont des gens des communications de parc et puis des gens du laboratoire qui vont travailler sur faire en sorte, et puis Laura peut-être pourra mieux compléter que moi là-dessus, sur les aspects de faire en sorte que ce que vous avez vu aujourd'hui dans Schéma qui peut être emmené sur des plateformes d'ordinateurs peut aussi être emmené sur des plateformes d'applications intelligentes. Parce que le but, c'était de faire en sorte que les gens qui puissent se promener aussi et avoir des applications qui peuvent être actionnées en cours de route. Laura, peut-être que tu as de plus d'informations là-dessus pour nous parler de ces aspects techniques-là. Donc, en fait, bonjour à tous. Ça serait la carte que vous venez de voir avec Alain, mais dans une version mobile. Donc, qu'on peut vraiment juste aller sur le site, et la voir sur nos cellulaires et pouvoir un peu se promener et aller identifier ces différents bâtiments, regarder ces photos en se promenant sur les canaux. Je pense que ça serait une expérience assez enrichissante. Donc, on espère bientôt être capable il y a reste des petits trucs à peaufiner par ici et par là pour que ça marche sur tous les secteurs. Mais bientôt, on espère pouvoir faire ce lancement. Merci. Ça serait une succession de cartes. On aurait les cartes pour les 5 années dans l'application, oui. Oui, tout à fait. Ça serait un peu la même structure que maintenant. Donc, les 5 boutons pour les 5 années que vous pouvez vous promener, voir la différence des cartes, aller cliquer, ouvrir la photo en plein écran de ce qui était là avant. Donc, le contenu reste exact à la carte que vous venez voir. Ça va être un peu la différence de largeur de bouton pour toucher, le fait que ça soit tactile qui va changer, mais c'est vers ça qu'on s'aligne. Oui. Il y a un effort de migration d'une application qui est fait pour les ordinateurs vers une application pour les unités mobiles, si on veut, les téléphones intelligents, pour permettre aux gens qui déambulent de pouvoir interroger les cartes et de visualiser ce qu'ils voient. Voilà. Est-ce que
Est-ce qu'il y a d'autres questions à partir de l'exposé? S'il n'y a rien qui se manifeste, moi, j'aimerais que tu nous dises un peu. Là, tu nous as montré des morceaux. Et j'aimerais avoir la big picture, tu vois. Que tu nous dises, là, en 5 minutes, peut-être, là, en quoi ce phénomène-là de l'entreposage, de la relation navigation-entreposage dans le canal de la Chine, qu'est-ce que ça a signifié, qu'est-ce que ça a représenté, ça a été quoi les grandes évolutions, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la relation avec le port principal, là? Voilà, tu sais, l'élément plus général, au-delà de chacun des secteurs et de chacune des années, c'est quoi le big picture? Parfait, mais merci pour la question. Alors, oui, dans un premier temps, il faut bien comprendre que le canal de la Chine est un prolongement du port de Montréal, mais qui a quand même une certaine spécificité. Et c'est à la fois, je vous l'ai montré tout à l'heure, pour vous resituer, le bassin Wellington et le bassin de la Farine, et ce qui aujourd'hui est au relevé, c'est le bassin de retournement. Donc, c'est l'interface entre la navigation intérieure et la navigation océanique. Donc, le canal de la Chine est vraiment le lieu qui nous permet d'aller chercher de la marchandise qui provient de l'Ouest et qui arrive à Montréal, et la réciproque est aussi vraie. Donc, il y a vraiment une interface qui est emmenée avec la particularité du canal de la Chine par rapport au reste du port de Montréal, c'est vraiment cet aspect-là. Il y a des bateaux qui ne peuvent se rendre que jusqu'au canal de la Chine. En termes d'océanique, si vous voulez, la frontière pour les bateaux océaniques, c'est le canal de la Chine. Cet aspect-là est important. Sur ce point spécifique, est-ce que tous les océaniques ou la plupart des cargos océaniques pouvaient franchir les premières écluses là, pour aller dans le bassin? Ou si c'était seulement les plus petits navires, les plus petits cargos? Ben, je pense que c'est une question qui va, plus on va avancer dans le temps, plus ça va devenir impossible. Mais effectivement, il y a une période où c'est encore possible, on le voit là. Mais aussi, l'avantage qu'on a du canal de la Chine par rapport à d'autres, c'est entre autres pour les entreprises qui sont sur la rue Mille. Ils ont une façade sur le canal de la Chine, puis ils ont une façade sur un bassin, sur un quai à côté, le bassin Buckerdike, si je me rappelle bien. Donc, ils sont capables d'avoir les deux interfaces. Il y a une période, je dirais, vers les années fin des années 50, début des années 60, où un certain nombre d'océaniques ne peuvent plus accéder au canal de la Chine. C'est l'une des raisons pour lesquelles on commence à vouloir avoir aussi un élargissement de la voie maritime de Saint-Laurent. Comme je vous disais, à un moment donné, il y a un palier. Il faut nécessairement élargir et creuser le canal pour pouvoir permettre à la navigation de poursuivre. Donc, il y a une période de temps, effectivement, où les navires océaniques, seulement d'un plus petit gabarit, vont pouvoir accéder au canal de la Chine. Par contre, mais en termes d'activité portuaire, le canal de la Chine, ça, c'est une chose qui était un peu, si vous voulez, passée sous silence dans les études précédentes sur l'histoire du canal de la Chine. On misait beaucoup sur l'aspect navigation, canalisation avec raison, l'industrialisation qui est emmenée et sur l'apport de l'énergie hydraulique dans l'ensemble de l'essor industriel du pays et de Montréal. En travaillant sur cette zone-là particulière, et bien sûr, on a essayé de limiter jusqu'à l'écluse Saint-Gabriel, mais il y a un certain nombre d'autres bassins latéraux qui se poursuivent un peu jusqu'à Côte-Saint-Paul. Mais en règle générale, il y a vraiment un apport qui est emmené, il y a beaucoup d'activités de transbordement pour les bassins 1, 2, 3, 4. C'est vraiment une activité portuaire majeure avec du vrac, du bois, du charbon, du blé. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément majeur qui est emmené. C'est donc tout ce qui est transité de l'intérieur qui arrive au canal de la Chine. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, le prolongement. Le port de Montréal est vraiment avec une façade océanique vers l'est, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent de l'Atlantique ou vers le fleuve. Mais de l'autre côté, le canal de la Chine amène tout ce qui est de l'ouest vers Montréal. Donc, dans ce sens-là, c'est le prolongement du port de Montréal de ces entreprises parce que c'est nécessaire. Il y a des bateaux qui
peuvent emprunter, à ce moment-là, qui peuvent arrêter à cet endroit-là. Donc, il y a vraiment une activité portuaire majeure qui est emmenée le long du canal de la Chine. C'est un prolongement du port de Montréal. Voilà. Je ne sais pas si le big picture est emmené dans ce sens-là. Ce que j'en dégage, c'est qu'il y a comme deux dimensions. Il y a celle que tu as surtout illustrée, où l'entreposage est relié aux usines qui sont là, comme les meuneries. Alors, on entrepose du blé sur place pour pouvoir le transformer en farine. On entrepose la farine avant de la réexpédier ailleurs. Il y a toute une partie de l'entreposage qui est liée à l'industrialisation du canal. Et il y en a une autre partie, comme tu dis, qui est de l'entreposage de transit, où on reçoit des marchandises de quelque part avant de les mettre sur d'autres bateaux qui vont les amener ailleurs. Hein? En partie. En fait, il y a une facette que je ne veux pas mentionner, qui est importante aussi. Il y a effectivement, pour le blé et la farine, c'est beaucoup plus lié à la fois à un transit. On emmène du blé et on va le transiter, mais aussi une transformation qui se fait sur place en minoterie. Dans le cas du bois, il y a en règle générale, l'entreposage se fait pour les besoins locaux. Je pense que c'est en partie pour ça. Il peut y avoir aussi pour des besoins extérieurs. Ça, il y a encore de l'analyse à faire là-dessus. Et pour le charbon, il est probablement beaucoup plus pour usage local, en règle générale, ou régional, parce que le charbon va arriver en majorité de la Nouvelle-Écosse, mais il peut aussi arriver par la Pennsylvanie. Donc, c'est pour les besoins de consommation énergétique de la province ou en partie de l'Est du pays, de l'Est de l'Ontario principalement. Donc, il y a à la fois un entreposage qui se fait pour des besoins extérieurs et un entreposage qui se fait pour des besoins de marché intérieur. Donc, c'est là que ça reste à déterminer parce que ce n'est pas facile de trouver toutes les informations là-dessus, mais c'est peut-être là que c'est intéressant à voir. Quelles sont les entreprises pour lesquelles le bois va être utilisé à des fins, parce qu'on a quand même un certain nombre d'entreprises de fabrication de portes-fenêtres, par exemple, qui vont avoir un entreposage de bois. Les autres, c'est pour leurs besoins manufacturiers. Mais tout ce qui est le long des bassins latéraux, là, 1, 2, 3, 4, ce qu'on appelle maintenant les bassins du Nouveau Havre, ça, c'est beaucoup plus, on le voit bien, c'est pas pour les besoins d'une entreprise limitrophe, c'est pour des besoins qui sont de marché pour de construction à Montréal et autour. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment une différenciation à faire entre les deux. Oui. C'est du bois de main-d'œuvre. Ben oui. OK. Ben, ça clarifie, ça montre, on parle de 3 dimensions finalement. Oui. Hein? Parce que le but était aujourd'hui de mettre une facette. Canal, l'usage de transit et l'usage régional, industriel régional, si on veut, ou économique régional, comme pour le bois, le charbon. Ça, c'est clair qu'il y a ce rôle-là, là, parce que le charbon est utilisé un peu partout à Montréal, à la fois dans les usines, puis pendant longtemps, pour le chauffage résidentiel aussi, puis le bois pour la construction. Simplement pour le charbon, on le voit bien, de toute façon, à partir des années 1930, il va disparaître du paysage en termes de transit parce qu'il va être remplacé par soit par l'électricité pour des besoins de chauffage ou d'alimentation électrique pour les maisons, l'éclairage, mais aussi pour les besoins industriels, le pétrole aussi. Donc, le charbon va décliner, mais le blé demeure. Et si j'ai insisté beaucoup aujourd'hui sur le blé et la farine, c'est parce que il ne faut pas oublier qu'un des buts de ce projet-là, c'est quand même de mettre en valeur ce que les gens doivent voir et interpréter. Et c'est certain que encore aujourd'hui, la farine Five Roses, par exemple, cette entreprise-là, c'est un élément marqueur de l'histoire de Montréal et puis du paysage montréalais. Donc, c'était juste de montrer un des aspects. Il est clair que autant pour le bois et le charbon, il y a des analyses qui doivent être poursuivies dans ce sens-là pour mieux comprendre leur rôle. Il y a un rôle concentrique. Hein, il y a un marché qui est à la fois interne et un marché qui est à la fois vers l'externe. Alors, c'est Montréal qui est le pôle, le carrefour des échanges, échanges locaux, échanges régionaux, échanges nationaux, échanges outre-mer. Alors, c'est sûr que dans ce cadre-là, les imports-exports se font et
C'est un va-et-vient continuel et c'est une dimension qu'on avait négligée du canal de la Chine jusqu'à maintenant et qui me semble intéressante de mettre en valeur maintenant. OK. On aurait le temps pour une dernière question. Là. Oui, Monsieur Gafouri. Je me demande s'il faut préciser l'appellation de cette partie d'étude, le parti à l'entrée l'est au canal de la Chine. Parce qu'utiliser les termes de canal de la Chine, quand même, qu'on le connaît plutôt comme un corridor de révolution industrielle et beaucoup les usines, les activités, M. Lanto vient de parler, mais si l'indicateur sur lequel vous basez pour l'activité portuaire, ce sont des entrepôts qui sont concentrés à partir de l'Est, à l'entrée du canal de la Chine. Donc, peut-être il faut préciser que ce n'est pas canal de la Chine, c'est vraiment l'entrée de l'Est qui est continuation de Port de Montréal. De ne pas amener la confusion que tout le canal de la Chine avait une activité portuaire. En fait, les activités de transbordement qui se font le long du canal de la Chine sur l'ensemble du canal. Chacune des entreprises peut avoir un quai, peuvent l'utiliser en cours de route. Mais on a fait la portion entre les écluses Saint-Gabriel jusqu'à les écluses de Montréal, parce que c'est la portion à la fois océanique et intérieure. Mais il y a un certain nombre d'entreprises qui font faire de l'entreposage, mais aussi, il y a, par exemple, pas loin du marché à Water actuel, il y avait des bassins en bois à une certaine époque. Et il peut y avoir aussi du côté de la Chine même, à l'extérieur du canal de la Chine, mais il y avait un port là aussi. Et la Dominion Bridge, par la suite, à la Chine, va faire des activités de transbordement. Mais il est clair que si on parle d'activités portuaires, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le terme de terminal de Montréal. Oui, c'est plus la portion entre les écluses Saint-Gabriel et de Montréal qui s'est emmenée. Mais bon, ces activités portuaires au canal de la Chine, mais c'est pas tout le canal. Bon. C'est pas tout le canal, c'est sûr, mais pour le canal, il y a toujours des exceptions. Ouais. Bon, ben, ça va conclure notre rencontre. C'est la dernière rencontre des midis du laboratoire, une nouvelle initiative qu'on a lancée en pleine pandémie cette année. Ça a été un succès. On a rassemblé beaucoup plus de participants que quand on faisait des petits séminaires dans des salles. Donc, c'est très, du côté du laboratoire, nous sommes très satisfaits de cet essai. On a quand même eu 4 rencontres des midis du laboratoire. On en aura d'autres à l'automne, mais on va prendre une pause pour l'été. Alors, il me reste à remercier en votre nom à tous, à remercier Alain Gély pour cette conférence très intéressante et avec une dimension visuelle aussi très intéressante qui met l'eau à la bouche parce qu'il faudra aller jouer avec les cartes pour vraiment découvrir tout le potentiel de leur utilisation, là. Mais merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Merci beaucoup. Simplement un mot pour vous dire aussi que tous les visuels que vous avez vus en cours de présentation sont des visuels qui vont être présents lors que vous allez consulter les cartes sur schéma. Voilà. Alors, merci pour votre attention. Je pense que ça... Véronica, c'est bien? Il y a pas ben oui, je pourrais simplement ajouter en disant que dans un souci aussi de pérennité, l'ensemble de ces 5 midis ont été enregistrés, ils seront mis en ligne prochainement. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui ont manqué ou vous voulez réécouter certaines éditions, ce sera possible. Puis, si vous suivez nos activités durant l'été et cet automne, on vous annoncera les éditions automnales. Puis d'ici là, ben, portez-vous bien et bon été. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous.